La pluie tambourinait contre le pare-brise comme un millier d'horloges, rappelant chacune à Éléonore Harpin que le temps n'était plus de son côté. Les essuie-glaces balayaient rythmiquement, ne révélant que la brume des arbres sombres et la faible lueur dorée d'un lampadaire à la périphérie d'Annecy, en Haute-Savoie. Elle restait parfaitement immobile, au volant de sa berline rouillée, les mains crispées sur le volant, bien que le moteur se soit tu depuis longtemps. Son fils, Clément, était blotti sous une couverture sur la banquette arrière, utilisant un sac de sport comme oreiller. Elle murmura « Dors, mon grand, encore un peu ». Il ne bougea pas. Il était doué pour faire semblant maintenant. Élie expira lentement, appuyant sa tête contre le siège. Il y a 2 mois, elle pliait des draps dans une chambre d'hospice. Il y a 4 semaines, elle entassait tout ce qui pouvait tenir dans cette voiture. Il y a 1 semaine, il dormait encore dans des motels. Mais ce soir, c'était une colline détrempée par l'orage, en bordure de la ville. Elle se disait que ce n'était que temporaire, qu'il ne faisait que passer. Mais même elle n'y croyait plus. Son souffle forma un nuage dans l'air froid. Dans le rétroviseur, le contour du visage de Clément scintillait au gré des éclairs. Il n'avait que 16 ans, mais il était déjà plus grand qu'elle, plus silencieux qu'avant, trop mûr pour son âge. La musique était la seule chose qui le faisait tenir. Son clavier était maintenant précieusement enveloppé dans des couvertures à côté de lui, tel un trésor fragile. Élie plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un morceau de papier plié. Un prospectus froissé à force d'être manipulé. On y lisait « Fondation Beauregard, recrute personnel d'entretien et aide à la personne, chambre et pension comprises, se présenter en personne ». Elle avait essayé d'appeler, pas de réponse. Elle avait écrit, pas de réponse. Pourtant, c'était quelque chose, un nom, un lieu et peut-être une issue. On frappa brusquement à sa vitre. Elle se tourna vivement, la main sur la poitrine. Un homme se tenait sous la pluie, tenant un parapluie, le visage à moitié éclairé par le lampadaire. Il la regardait sans hostilité, juste avec curiosité et quelque chose comme de l'inquiétude. Elle entr'ouvrit la fenêtre. « Je suis désolée », dit-elle rapidement, la voix rauque. « On attend juste que l'orage passe. »« Je ne veux pas vous alarmer, » dit-il, la voix profonde et égale. « Mais c'est un terrain privé. La propriété Beauregard commence au bas de la colline. » Le cœur d'Élie manqua un battement. Je n'essayais pas d'entrer sans autorisation. Je ne savais juste pas où aller ce soir. Il hocha lentement la tête, la jaugeant. « Vous êtes Éléonore Harpin ?» Elle cligna des yeux. « Oui. Comment ? Je suis le père Loïc Garnier. J'ai vu votre candidature pour le poste au domaine. Ils ne sont pas très branchés email là-bas. » Il esquissa un demi-sourire. « Je me suis dit que vous seriez peut-être encore en ville. » Sa gorge se serra. « Je ne voulais pas faire de scène, dit-elle. Je déplacerai la voiture demain matin dès que ça s'arrêtera. » Il regarda par-dessus son épaule la forme emmitouflée à l'arrière. Son expression s'adoucit. « C'est votre fils ? » « Oui. » Il hésita puis dit « Venez, vous avez besoin de vous mettre au chaud, tous les deux. » Élie hésita. Elle avait passé trop de temps à se méfier des offres qui semblaient trop belles, trop faciles. Mais l'orage ne semblait pas vouloir cesser, et Clément n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner. « Nous allons bien, vraiment, » dit-elle, bien que sa voix flanche. « Non, et ce n'est pas grave, sans pression, juste un endroit sec pour la nuit. » Il marqua une pause, puis ajouta « Thomas Beauregard peut être compliqué, mais il m'écoute, et je pense que vous pourriez être exactement ce dont cette maison a besoin. » Quelque chose dans sa façon de le dire la fit céder. Non pas parce que cela promettait du confort, mais parce que cela reconnaissait le peu de confort qu'elle avait. Elle réveilla doucement Clément, murmurant « Hé, mon cœur, nous allons quelque part au chaud. » Le garçon s'agita, les yeux embués. « On n'a pas d'ennui ? Non, quelqu'un veut juste aider. » Loïc les conduisit à un vieux camion et roula lentement à travers des collines sinueuses et épaisses de brouillard. Quand le domaine Beauregard émergea enfin, il ressemblait à quelque chose sorti d'un livre de contes oubliés, haut de 3 étages, avec des volets clos et du lierre grimpant sur les murs de pierre. Il n'était pas impeccable. Les bords étaient usés, mais il se tenait là comme quelque chose de déterminé, à survivre au temps. Thomas Beauregard attendait sur le porche. Grand,
Mince, au début de la cinquantaine, il portait un pull gris et se tenait les deux mains dans les poches. Son expression était illisible, ses yeux comme des nuages d'orage. « Elle est là !» dit simplement Loïc. Thomas regarda Élie un long moment. « Vous êtes en avance. Vous n'avez jamais répondu, » dit-elle doucement. « Je ne savais pas si je devais attendre. » Il hocha la tête, plus pour lui-même que pour elle. Puis il regarda Clément. « Votre fils ? » ?»« Oui. »« Sait-il suivre les règles ? » ?»« Mieux que la plupart des adultes. » Une ébauche de sourire, à peine visible. Thomas s'écarta. « Il y a une chambre dans l'aile est. Vous la trouverez chauffée. » Élie hésita sur le porche, trempé et clignant des yeux face au changement soudain de sa réalité. Thomas capta son regard. « Vous n'êtes pas ici par pitié, dit-il. J'ai besoin de quelqu'un pour ma mère. Vous avez été chaudement recommandé. » Loïc lui tapota légèrement l'épaule. « Je repasserai dans quelques jours. » Ils entrèrent. La maison sentait le bois vieilli, la lavande lointaine et la plus faible trace de fumée. Un grand escalier s'enroulait vers les ombres, à l'étage, et des portraits bordaient le couloir, aucun ne souriant. Clément regarda autour de lui, silencieusement, fasciné. Nadine Dubois, la gouvernante, émergea d'un couloir latéral. Son uniforme était impeccable, sa posture plus droite que celle de la plupart des soldats. Elle toisa Élie avec l'évaluation froide de quelqu'un qui avait vu trop de gens aller et venir. « Par ici, » dit Nanou. « Il faudra être silencieuse. Madame Beauregard ne dort pas beaucoup, et elle entend tout. » Élie suivit, ses chaussures mouillées grinçant sur le sol. Clément la suivait comme une ombre. En passant devant un salon, elle entrevit le piano, un Steinway, élégant et oublié. Les yeux de Clément se fixèrent dessus. Elle posa une main douce sur son dos. « Plus tard », chuchota-t-elle. Nanou les conduisit à une chambre modeste mais propre donnant sur les jardins arrière où des cornouillers frissonnaient dans le vent. Un petit lit, un bureau et une armoire. Rien d'extravagant. Mais ce n'était pas la voiture. « Je laisserai du linge », dit Nanou. « Soyez prête pour 7 heures. Madame Beauregard prend son thé à exactement 7h15. » Sur ce, elle partit. Élie s'assit sur le bord du lit, sentant le matelas céder sous elle. Clément se tenait près de la fenêtre, murmurant « C'est réel ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle écoutait encore le silence, l'absence de pluie, la chance de croire que peut-être, juste peut-être, cet orage les avait finalement amenés quelque part où il valait la peine de rester. Puis elle hocha la tête une fois. « C'est réel. » Et dehors, la pluie ralentit, juste assez pour entendre le battement de cœur d'une maison qui attendait depuis longtemps de revivre. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez 1 pour me le faire savoir. Sinon, commentez 2. Votre avis compte pour moi dans tous les cas. Le matin au domaine Beauregard ne commençait pas avec le soleil. Il commençait par le silence. Élie se réveilla avant l'alarme qu'elle n'avait pas mise. Son corps était trop habitué au matin précoce, trop entraîné par des années de soins et de prudence. La lumière devant sa fenêtre était à peine grise. Quelque part en bas, une bouilloire se mit à siffler, un son faible et aigu. Elle resserra son pull, faisant attention de ne pas réveiller Clément, qui reposait dans un cocon de couette qu'elle avait bordé autour de lui quelques heures plus tôt. Elle étudia son visage un moment. Dans son sommeil, il ressemblait à nouveau à un enfant. En quelques pas silencieux, elle fut hors de la chambre et marchait dans un couloir étroit qui sentait l'huile de citron et le souvenir. La maison gémissait doucement par endroits. Élie avait passé des années dans les maisons des autres, à entendre les murs parler, certains de chagrin, certains d'amour, la plupart de solitude. Celle-ci était silencieuse, oui, mais elle l'observait, attendait. En bas, Nadine était déjà dans la cuisine, pliant méticuleusement un torchon sur la poignée du four. Ses lèvres étaient pincées par la concentration et elle ne leva pas les yeux quand Élie entra. « Vous êtes en avance, » dit Nanou. « Je peux commencer le petit déjeuner, » offrit Élie. Nanou eut un bref hochement de tête. Pas de gratitude, juste une reconnaissance. Le plateau de thé monte à 7h15 précise. Madame Beauregard aime son pain légèrement grillé. Sans beurre, une tranche coupée en diagonale. Élie marqua une pause. Et la conversation? Nanou leva enfin les yeux. Limitée, sauf si invitée. Ne le prenez pas personnellement. Elle ne s'ouvre pas facilement. Élie sourit faiblement. Moi non plus.
Nanou l'étudia un long moment. On verra bien. Élie prépara le plateau avec soin. Théière en argent, tasse en porcelaine, une seule tranche de pain grillé, une serviette en tissu pliée comme une note. À exactement 7h12, elle le monta par l'escalier de l'aile est, suivant les directions que Nanou lui avait données. Au bout du couloir, une porte était entr'ouverte. La pièce au-delà était baignée d'une lumière froide et d'ombre. Elle frappa doucement. Une voix, claire mais fatiguée, répondit « Entrez ». Marguerite Beauregard était assise droite dans un fauteuil en velours, enveloppée dans un châle sombre, ses cheveux argentés relevés en un chignon serré. Elle ne regarda pas Élie quand elle entra, seulement le plateau. « Vous n'êtes pas la fille habituelle. »« Non, madame. Mon nom est Éléonore. » Élie. Trop familier. « Éléonore suffira. » Élie posa le plateau sur une table d'appoint proche et commença à reculer. Les yeux de Marguerite se levèrent. « Vous êtes celle que Loïc a ramenée hier soir, l'aide-soignante. » Élie hocha la tête. « Oui, madame. » Marguerite plissa légèrement les yeux. « Vous êtes plus jeune que je ne le pensais. Ils envoient habituellement des veuves ou des dames patronesses. J'ai travaillé en soins palliatifs pendant 10 ans. Je viens de Marseille. » Le regard de Marguerite retomba sur le plateau. « Le toast semble correct. » Élie attendit dans l'immobilité. Finalement, Marguerite parla à nouveau. « Vous resterez assise pendant que je mange. » Élie hésita, puis se déplaça vers le bord de la seconde chaise. Elle était petite, délicate, comme quelque chose tiré d'un autre siècle. Marguerite prit une lente gorgée de thé. Ses mains étaient fines, avec des jointures comme des pierres et des veines comme des rivières. « Ce garçon, à vous, il joue du piano. » Élie cligna des yeux. « Oui, autodidacte. Il l'a touché hier soir. Je lui avais dit de ne pas le faire. » Marguerite leva une main. « Ce n'est pas grave, je ne l'ai pas entendu jouer depuis des années. Mon mari détestait la musique. Il pensait que ça remuait des sentiments qu'il valait mieux laisser enfouis. » Elle prit une autre gorgée, puis doucement. « Parfois je me demande ce qu'il a enfoui d'autre. » Élie ne dit rien. Elle savait quand quelqu'un ne demandait pas de réponse, mais exhalait juste quelque chose qu'il avait retenu trop longtemps. Les yeux de Marguerite se posèrent à nouveau sur elle, vifs cette fois. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» Élie se redressa. « Pour le travail, pour la stabilité, pour mon fils. » Marguerite l'étudia comme si elle pesait l'honnêteté dans ses os. « Nous verrons combien de temps cela dure. » Élie hocha la tête, non par obéissance, mais par compréhension. Elle n'était pas là pour faire ses preuves avec des mots. En bas, l'air changea. Élie put le sentir avant de le voir. Thomas Beauregard entra dans le hall comme quelqu'un qui n'a jamais eu besoin de s'annoncer. Chemise de couleur, pantalon sombre, manches retroussées, cheveux légèrement humides, comme s'il sortait juste de la douche, mais sans se presser. Il donnait l'impression que tout ce qui l'entourait existait pour correspondre à son contrôle tranquille. Il ne la vit pas au début. Elle se déplaçait légèrement. Des années à être invisible l'avaient bien entraîné, mais alors il se tourna. Leurs regards se croisèrent. Une pause, comme un battement de cœur sauté. « Bonjour », dit-il, la voix plus basse que la nuit dernière, plus décontractée mais non moins gardée. « Bonjour », répondit-elle. « Vous êtes bien installé ?»« Oui, merci. » Thomas hocha la tête une fois, comme s'il cochait une case. « Clément, votre fils. C'est le genre musical. »« Oui, » dit Élie prudemment. « Il est doué. La musique, c'est sa façon de survivre. » Thomas eut un faible sourire. « Logique. Ma mère est déjà plus curieuse à son sujet qu'elle ne l'a été à mon propos depuis des mois. J'imagine qu'il est juste nouveau. » Thomas la regarda de plus près maintenant. « Et vous ?» Élie pencha la tête. « Quoi, moi? C'est nouveau pour vous ?» demanda-t-il. « De recommencer. Ce n'était pas une question sur le travail. Pas vraiment. » Elle hésita. « J'ai recommencé plus de fois que je ne peux compter. Celle-ci est juste plus silencieuse. » Thomas n'insista pas. Au lieu de cela, il hocha la tête et regarda vers la grande salle à manger derrière elle. « Nous mangeons à 8 heures. Vous et votre fils êtes les bienvenus. » Elle cligna des yeux. « Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la charité, » dit-il, le ton plat. « Si vous êtes sous mon toit, vous ne vous cachez pas dans les coins. » Élie hocha lentement la tête, incertaine si c'était de la gentillesse ou le protocole. Plus tard ce matin-là, alors qu'elle montait des draps frais dans les escaliers, elle croisa Nadine, qui polissait la rampe.
La salle à manger est formelle, dit Nanou sans la regarder. Gardez les coudes de votre garçon hors de la table. Élie offrit un sourire poli. Je l'ai élevé comme ça. Nanou tourna légèrement la tête. J'ai vu beaucoup d'employés aller et venir. Certains restent quelques jours, d'autres quelques semaines. Aucun ne dure longtemps. Je ne suis pas comme la plupart des employés. On verra bien. Le déjeuner fut servi avec des couverts silencieux et des regards qui observaient plus qu'ils ne parlaient. Clément se tenait parfaitement bien, les mains jointes, la serviette sur les genoux. Marguerite l'observait comme un mystère qu'elle n'était pas sûre de vouloir résoudre. Thomas, assis au bout de la table, ne parlait pas sauf si on s'adressait à lui. Nanou se déplaçait silencieusement entre les plats, posant les assiettes et disparaissant comme si elle faisait partie des meubles. Mais alors quelque chose se produisit. Clément, incertain si c'était permis, dit doucement « Monsieur, le piano dans le salon, là, est-ce qu'il est utilisé parfois ?» Thomas regarda Marguerite. « Personne ne l'a touché depuis la mort de votre grand-père, » dit-elle. « Il est magnifique, » offrit Clément. « On dirait qu'il a des histoires. » Thomas pencha la tête. « Vous jouez ?» Clément hocha la tête. La fourchette de Marguerite s'arrêta à mi-chemin. « Peut-être après le dîner, » dit-elle doucement. Un silence passa. Puis, comme si l'air lui-même soupirait, Thomas hocha la tête. Ce soir-là, Élie se tenait juste à l'extérieur du salon, les doigts joints. Marguerite était assise droite dans sa chaise, Thomas appuyé près de la cheminée. Clément s'approcha du piano comme si c'était une chose vivante. Il toucha doucement les touches et joua. Ce n'était pas parfait, mais c'était honnête, mélancolique et hésitant. Puis, plus fort, les notes s'élevant comme une respiration retenue, trop longtemps. Une mélodie emplit la maison qui n'avait pas été entendue depuis des années. Les yeux d'Élie s'embrouillèrent. Quand la note finale s'évanouit, Marguerite murmura « Cette chanson, je ne l'ai pas entendue depuis 1962 ». Thomas regarda sa mère mais ne dit rien. Élie s'avança pour poser sa main sur l'épaule de son fils. « Où as-tu appris ça ?» demanda-t-elle, la voix basse. Clément haussa les épaules. « Je n'ai pas appris, j'ai juste joué. » La maison était à nouveau silencieuse, mais c'était un silence différent. Celui-ci était porteur de promesses. Et le début calme et tremblant du changement. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez un pour me le faire savoir. Sinon, commentez 2. Votre avis compte pour moi dans tous les cas. Le vent descendit des collines ce matin-là, frôlant le vieux domaine Beauregard comme un soupir trop lourd à retenir. La brume roulait sur les fenêtres, adoucissant la lumière qui se glissait dans les coins des couloirs, révélant la poussière, des portraits à moitié oubliés et une immobilité qui n'était pas tout à fait la paix. Élie se déplaçait silencieusement dans la maison, portant un vase de gardénias frais. Elle les avait trouvés en fleurs le long du mur sud du domaine, leur parfum capiteux et vif. Elle n'avait pas demandé la permission. Elle les avait simplement apportés à l'intérieur. La maison avait besoin de quelque chose de vivant. Alors qu'elle les plaçait sur le buffet dans l'entrée, elle le sentit à nouveau, ce poids invisible. Pas de la maison elle-même, mais d'être observée. Elle se tourna. Thomas se tenait au pied de l'escalier, les bras légèrement croisés, un demi-sourire aux lèvres. Il portait un pull sombre sur une chemise à col, les manches relevées jusqu'au coude. Il semblait sans défense pour une fois. « Vous avez coupé les gardénias de Marguerite », dit-il. Élie se redressa légèrement. « Oui, j'ai pensé qu'ils allaient se perdre. Elle les considère généralement comme siens, même si elle ne les a pas touchés depuis des années. Je les enlèverai si ça la dérange. » Thomas secoua la tête. « Non, laissez-les. C'est la première fois que cette table n'a pas l'air d'un salon funéraire depuis les fêtes. » Élie eut un faible sourire, mais ne dit rien. Thomas s'avança, s'arrêtant près de la table, les yeux sur les fleurs. « Vous avez changé le rythme de cet endroit. Je peux le sentir. Je ne voulais pas le perturber. Ce n'est pas une perturbation. C'est plus comme... » Il fit une pause. « Quand vous ouvrez une fenêtre dans une pièce qui a été fermée trop longtemps. » Élie le regarda. Vraiment regardé. Il y avait quelque chose derrière ses yeux. Fatigué, mais curieux. Ça ne passe pas toujours bien. Certaines personnes aiment leurs pièces fermées. Il eut un rire discret. Vous n'avez pas tort. Un temps passa entre eux. Ce n'était pas romantique. Pas encore. Mais c'était quelque chose. Un fil tendu. Élie se détourna la première, lissant sa main sur le bord de la table.
Je devrais aller voir Marguerite. Elle vous a demandé? Pas Nanou. Cela arrêta Élie net. A-t-elle dit pourquoi? Non. Thomas haussa les épaules, puis ajouta « Mais elle a aussi demandé Clément. Elle a dit qu'il était étonnamment tolérable, ce qui est sa version d'un compliment. » Élie s'autorisa le plus petit des rires. À l'étage, Marguerite était assise dans sa chaise près de la fenêtre, un châle enroulé autour d'elle comme une armure. Son regard était lointain, fixé sur quelque chose au-delà des cornouillers. « Vous avez été bien occupé, dit-elle, sans se tourner. Fleurs, musique, tout ce mouvement. » Élie entra lentement. « J'essaie d'être utile. Utile, c'est ennuyeux. Vous êtes autre chose. Je n'ai pas encore décidé si c'est bien ou non. Ah, je peux me faire plus discrète. »« Non, » dit fermement Marguerite. « Ne le faites pas. » Le silence s'installa entre elles comme du brouillard. Puis Marguerite se tourna, les yeux vifs. « Dites-moi quelque chose. Comment gardez-vous le sourire, même maintenant ?» Élie cligna des yeux. « L'habitude, surtout. Pas la foi ?» La voix d'Élie s'adoucit. « Si, mais pas le genre qui arrange les choses du jour au lendemain. Le genre qui vous fait continuer à marcher même quand tout en vous dit d'arrêter. » Marguerite la regarda longuement. « J'ai perdu quelqu'un. Il y a longtemps. Il jouait du piano, lui aussi. Votre mari? » « Non, dit-elle trop rapidement. Pas lui. » Élie attendit. Marguerite se retourna vers la fenêtre. « Je pensais que la musique pouvait réparer ce que le silence brisait. J'avais tort. Le silence protège. Il vous protège de la déception. » Élie s'avança doucement, posa le journal du matin sur la table d'appoint et commença à plier une couverture. Le silence garde aussi les gens seuls. Marguerite ne répondit pas. Plus tard dans la journée, Élie trouva Clément à nouveau dans le salon, ses doigts dansant sur les touches, avec des coups doux et réfléchis. La mélodie n'était pas familière, c'était la sienne. « N'oublie pas de manger, » dit-elle depuis l'embrasure de la porte. « Je n'ai pas faim, » répondit-il sans la regarder. « Quand même, un estomac plein aide un cœur plein. » Il la regarda enfin. « Je crois qu'elle aime quand je joue. C'est vrai, elle m'a dit que je devrais apprendre quelque chose d'élégant comme Chopin ou Debussy. » Élie haussa un sourcil. « Et qu'as-tu dit ?»« J'ai dit que j'essaierais. » Il sourit timidement. « J'ai un peu envie de l'impressionner. » Elle s'approcha et lui caressa les cheveux. « Tu l'as déjà fait. » Dans la cuisine, Nanou faisait la vaisselle, le dos tourné quand Élie entra. L'air semblait différent, plus frais en quelque sorte. « J'ai trouvé une note dans le linge, » dit Nadine sans regarder. « De votre fils, des paroles, je pense, sur le fait de n'appartenir à nulle part. » Élie ne répondit pas. « J'espère que cet endroit ne lui donne pas le mauvais genre d'espoir, » continua Nadine. « Parce que les beaux regards ne sont pas un conte de fées. Cette maison, c'est un lieu de repos, pas un nouveau départ. » Élie s'approcha. « Avec respect, Nanou, j'ai travaillé dans assez de maisons pour savoir quand l'une d'elles est en train de mourir. Celle-ci ne l'est pas. » Nadine se tourna enfin. Son expression était fatiguée, pas cruelle. « Faites juste attention, ils laissent entrer les gens, mais ils ne les laissent pas toujours rester. » Cette nuit-là, Élie trouva Thomas assis sur la terrasse arrière, manteau drapé sur ses épaules, un verre de thé à la main, regardant l'horizon sombre. Elle se tenait silencieusement à l'embrasure de la porte, incertaine. Il la remarqua. « Du mal à dormir ?» Elle s'approcha. « D'habitude non, mais cet endroit, il rend le silence plus bruyant. » Il hocha lentement la tête. « Il fait ça. » Élie s'assit à côté de lui. Le banc de pierre était frais, mais le silence entre eux ne l'était pas. « Cette maison est magnifique, » dit-elle. « Elle l'était, » répondit-il. « Elle l'est toujours, juste cachée sous la poussière et la distance. » Il la regarda. « Vous parlez comme quelqu'un qui a perdu des choses. »« C'est le cas. »« Quoi ?» Elle hésita. « Une vie, un partenaire, une maison qui n'appartenait à personne d'autre. » Thomas expira. « J'ai perdu quelqu'un aussi. Il y a longtemps. » Élie attendit. « Ma femme Julie, elle avait un cancer. Nous nous sommes mariés jeunes. C'est elle qui plantait ses gardénias. L'air était lourd entre eux. Je suis désolé, dit Élie. Et elle le pensait. Il hocha la tête une fois, les yeux lointains. Quand elle est morte, la maison a changé. Ou peut-être que j'ai juste arrêté de la regarder. » Élie regarda les fenêtres qui brillaient derrière eux. « Elle attend toujours. » Quoi ? D'être remplie à nouveau.
Ils restèrent assis dans le calme, plus comme des étrangers maintenant, pas encore comme autre chose. Juste deux personnes, toutes deux brisées d'une manière qu'elles ne comprenaient pas entièrement, assises sous un ciel assez large pour tout porter. Et pour la première fois, le vent ne semblait pas froid. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez 1 pour me le faire savoir. Sinon, commentez 2. Votre avis compte pour moi dans tous les cas. La porte du grenier grinça quand Ellie l'ouvrit, le son résonnant doucement dans le couloir étroit. Elle s'arrêta en haut des escaliers, la poussière tourbillonnant dans le rai de lumière de l'après-midi derrière elle. L'air sentait le cèdre, les vieux livres et quelque chose de vaguement floral. De la lavande peut-être, depuis longtemps fanée. Elle n'espionnait pas vraiment. Marguerite lui avait demandé de récupérer un vieux coffre à couverture du débarras. Le bleu, avait-elle dit, agitant une main frêle. Il est là-haut depuis que Thomas est à l'école primaire. Autant qu'il serve. Ellie entra prudemment dans le grenier, les lattes du plancher gémissant sous ses pas, les ombres s'étirant longuement à travers les boîtes et les malles alignés comme des sentinelles contre les murs. Une fenêtre entr'ouverte d'1 centimètre à peine laissait entrer le doux bruissement de l'air de la montagne et un lointain chant d'oiseaux. Elle se déplaça lentement, les yeux parcourant les étiquettes écrites à l'encre pâlie. Linge d'hiver, décorations en argent, souvenirs d'enfance. Puis, elle le vit. Près du fond, un coffre étroit, bleu marine, avec des garnitures en laiton, ternies par le temps. Elle s'agenouilla à côté et souleva le couvercle, révélant des couvertures soigneusement pliées, chacune piquée de motifs complexes, certaines en bordeaux profond, d'autres en gris doux. Tout au fond, glissée sous le dernier pli, se trouvait une fine boîte rectangulaire. Elle ne faisait pas partie de la literie. Curieuse, Ellie la sortit. La boîte était emballée dans un ruban pâle, cassant avec l'âge. Elle hésita, puis le défit doucement. À l'intérieur se trouvait une pile de lettres attachées à nouveau avec de la ficelle. L'enveloppe supérieure portait en écriture soignée « Pour Marguerite, quand le silence ne te protégera plus ». Pas de date, pas d'adresse, juste le nom. Le souffle d'Ellie se coupa. Elle ne l'ouvrit pas encore. Derrière elle, une latte de plancher grinça. Elle se tourna brusquement. Thomas se tenait dans l'embrasure, le front plissé, les bras croisés. « Je pensais bien vous trouver ici, » dit-il. « Je cherchais juste... » Marguerite a demandé le coffre. Je l'ai trouvé. Il s'approcha, son regard glissant vers les lettres dans sa main. « Et ça ?» Ellie baissa les yeux. C'était en dessous. Thomas soupira, se frottant la nuque. « Je ne suis pas monté ici depuis des années. Mon père gardait cet endroit fermé à clé. Il disait que c'était plein de choses, qu'il valait mieux oublier. « Les avez-vous lues ?» demanda doucement Ellie. « Non, dit-il, mais je sais qui les a écrites. » Il s'agenouilla à côté d'elle et prit la lettre du dessus, passant ses doigts sur le bord fragile. « Ma mère avait un fiancé avant mon père. Il est mort, ou du moins... c'est la version qu'elle a toujours donnée. Elle n'a jamais parlé de lui. Pas une seule fois. Votre père était au courant? Je pense qu'il a toujours su quelque chose. Mais mon père n'était pas le genre d'homme à poser des questions. Et ma mère, elle était douée pour enterrer les choses, les sentiments, les gens, l'histoire. Ellie le regarda, vit la lourdeur dans ses épaules. Et vous? J'ai essayé d'oublier son passé pour pouvoir survivre à son présent. Il regarda Ellie alors, vraiment regardé, et pour la première fois, il y avait quelque chose de brut derrière le calme. Vous apportez quelque chose dans cette maison que je ne sais pas comment nommer. Elle soutint son regard, sa voix douce. Ce n'est pas toujours bienvenu. Non, admit-il, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire. Un long silence s'étira entre eux, le grenier retenant son souffle. Puis il se leva, s'éclaircissant la gorge. Je vais prendre les lettres. Il vaut mieux qu'elles viennent de moi. Ellie hocha la tête et les lui tendit. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'arrêta. Pensez-vous que les gens peuvent revenir à la vie sans mourir d'abord? Elle pencha la tête. Émotionnellement, il hocha la tête. Je pense que parfois, la bonne présence peut faire que quelqu'un se souvienne qui il était avant que le monde ne devienne trop bruyant. Il ne répondit pas, mais son silence n'était pas un rejet. C'était une réflexion. Ce soir-là, Clément joua à nouveau. Marguerite l'avait demandé. Étrangement spécifique,
étrangement formelle. Demandez au garçon de jouer quelque chose de classique. Chopin s'il connaît, une étude. Il ne la connaissait pas, mais il essaya. La mélodie trébucha au début, inhabituelle sous ses doigts, mais ensuite quelque chose changea. Il en trouva le cœur. Joua non avec perfection, mais avec sentiment. Les yeux de Marguerite brillèrent derrière ses lunettes. Pas des larmes, pas tout à fait, mais quelque chose d'indicible passa entre elle et les notes, comme si elles appartenaient à un souvenir qu'elle avait verrouillé trop profondément. Quand la musique s'arrêta, elle regarda Élie. « Dites-lui que c'était adéquat. » Élie sourit. « Je pense qu'il prendra ça comme un compliment. » Plus tard, alors que la maison s'installait dans la nuit, Élie était assise dans la cuisine, sirotant un thé. La lampe au-dessus vrombissait doucement et le parfum de la camomille s'enroulait autour d'elle comme une main douce. Nanou entra, son expression illisible. « Vous avez trouvé quelque chose ?» dit-elle. Élie leva les yeux. « Que voulez-vous dire ? Dans le grenier, vous avez remué quelque chose dans cette maison, quelque chose qui dormait. » Élie croisa son regard. « Ce n'était pas mon intention. Peu importe. » Nanou se versa de l'eau. Les choses ne restent pas enterrées éternellement, pas dans des maisons comme celle-ci. Nanou, comment était-elle? Marguerite, quand elle était jeune. Nanou hésita. Douce, au début, avant le mariage, avant qu'elle ne devienne ce qu'elle devait être. Elle aimait quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Nanou la regarda alors, les yeux vifs de mémoire. Oui, et elle l'a perdue, et elle n'a jamais pardonné au monde pour ça. Élie hocha lentement la tête. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un lui en donne la chance. Alors qu'elle montait les escaliers cette nuit-là, Élie croisa Thomas dans le couloir. Il se tenait devant la porte de Marguerite, la pile de lettres dans sa main, toujours fermée. Il regarda Élie, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne sais pas si je devrais les lui donner. Elle est plus forte qu'elle ne le prétend, » dit Élie. « Et vous avez plus peur que vous ne l'admettez. » Il gloussa doucement, le son plus triste qu'amusé. Vous visez toujours si près de la vérité, seulement quand ça en vaut la peine. Leurs regards se tinrent, puis il hocha la tête, presque imperceptiblement, et entra dans la chambre de sa mère. Élie se retourna et descendit le couloir, ses pas résonnant derrière elle comme un battement de cœur dans une maison endormie. Quelque chose avait changé, pas bruyamment, pas violemment, mais comme le calme changement de vent avant qu'une tempête n'éclate. Et quelque part au fond d'elle, elle savait que c'était le moment où tout commençait à bouger. Le son de la bouilloire était doux ce matin-là, presque poli, comme si elle aussi apprenait à marcher sur la pointe des pieds dans une maison qui s'était habituée au silence. Élie se tenait près de la cuisinière, regardant la vapeur s'échapper du bec, tandis que la lumière à travers les fenêtres de la cuisine devenait dorée et pâle sur le plan de travail. Elle avait peu dormi, pas d'inquiétude, du moins pas celle qu'elle avait l'habitude de porter, mais à cause d'autre chose, le changement. Il se produisait tranquillement, comme le printemps se faufilant à nouveau dans le sol après un long hiver. Des bruits de pas approchèrent depuis le couloir arrière. Elle ne se retourna pas, elle connaissait déjà le rythme, calme, mesuré, confiant. « Thomas. »« Bonjour, » dit-il, la voix basse mais éveillée. « Bonjour, » répondit-elle, versant de l'eau dans 2 tasses. « J'ai fait du thé, pas sophistiqué, juste du noir. Le sophistiqué serait gaspillé pour moi. » Elle fit glisser une tasse vers lui sur le comptoir. Leurs doigts faillirent se toucher. Thomas s'appuya contre le bord, sirotant. Ses yeux étaient plus doux aujourd'hui, moins gardés. « Elle les a lus, » dit-il finalement. Élie le regarda, sa propre tasse à mi-chemin de ses lèvres. « Toutes ?» Il hocha la tête. « Chaque lettre. Je suis entré vers minuit. Elle lisait encore, n'a pas parlé. Les tenait juste comme si elles étaient en verre. Qu'a-t-elle dit ?» Il hésita. « Rien. Elle m'a juste demandé de laisser la lumière allumée. » Un calme passa entre eux. Puis Élie parla, sa voix douce. « Parfois, ce souvenir fait plus mal que d'oublier. »« Mais elle n'est pas en colère, » dit-il. « Mais elle ne va pas bien non plus, je pense qu'elle fait le deuil de quelqu'un qu'elle a enterré 2 fois. » Élie expira lentement. Ce genre de chagrin laisse des ombres. Thomas la regarda alors. Vraiment regardé. « Et quel genre d'ombre portez-vous » Ses yeux se baissèrent vers son thé.
celles avec lesquelles j'ai fait la paix. Certains jours, mieux que d'autres. Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, une porte s'ouvrit en grinçant dans le couloir. La voix de Marguerite retentit, sèche mais claire. « Nanou, je prendrai mon petit déjeuner sur la terrasse aujourd'hui. » Thomas haussa un sourcil. « Ce n'est pas arrivé depuis des années. » Élie sourit. « Je vais le lui apporter. » Elle arrangea le plateau avec soin. Toast léger, confiture d'abricot, un œuf à la coque et un petit vase avec une seule fleur blanche du jardin. Quand elle sortit sur la terrasse, Marguerite était déjà assise dans sa robe de chambre, une couverture sur les genoux, les yeux lointains, mais éveillés. Les montagnes s'étendaient derrière elle, la brume s'échappant de leurs épaules comme de la fumée. L'air était vif et parfumé de pin. « Bonjour », dit doucement Élie. Marguerite tourna la tête. « Vous avez une façon de rendre les matins moins définitifs. » Élie posa le plateau devant elle. « Je prendrai ça comme un compliment. » Marguerite souleva sa tasse de thé, fixant l'intérieur un long moment. « Il s'appelait Samuel », dit-elle soudainement. Élie s'arrêta. « Je ne l'ai jamais dit à Thomas. Je ne l'ai même jamais dit à mon mari. Samuel était l'unique, le genre d'amour qui s'enracine dans vos os. Il peignait des paysages, écrivait de la poésie et me faisait sentir plus qu'une fille, avec une bonne posture. » Élie s'assit sans y être invité, mais bienvenue. Il est mort lors d'une crue. Il a essayé de sauver un enfant d'être emporté. Ils n'ont jamais retrouvé le corps. Marguerite cligna des yeux une fois, puis encore. Mes parents ont dit que le chagrin était inconvenant, que j'avais embarrassé la famille. J'étais fiancée à Charles dans les 6 mois. Élie ne la pressa pas. Marguerite continua, sa voix plus basse maintenant. Je suis devenue le genre de femme qui porte des boucles d'oreilles en perles même en deuil, qui corrige la grammaire aux enterrements. Et avec le temps, j'ai oublié ce que c'était que la douceur. Mais elle est toujours en vous, dit doucement Élie. Enterrer n'est pas la même chose que disparu. Marguerite hocha la tête. Votre garçon. Il me rappelle Samuel, cette même faim dans ses mains, cette douleur de vouloir faire ressentir le monde. La gorge d'Élie se serra. Il a dû grandir vite. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose, dit Marguerite, mais ça coûte quelque chose. Plus tard, dans la journée, Élie passa devant le salon et capta le faible son d'un rire. Clément et Thomas jouaient aux échecs, l'échiquier posé entre eux sur une table basse, le soleil entrant à flot par les hautes fenêtres. Clément souriait, largement, sans garde, et Thomas était penché en avant, les sourcils levés, faussement sur la défensive. « Tu ne peux pas prendre mon cavalier avec un fou, » disait Thomas. « Si tu le laisses exposer, » sourit Clément. Élie regarda depuis l'embrasure, invisible un moment, le cœur plein. « Tu ne me ménages pas, n'est-ce pas ?» demanda Thomas. « Pas même un peu, » Thomas rit. « Bien, j'en ai marre que les gens me traitent comme un héritage. » Clément pencha la tête. « Tu ne l'es pas. Tu es juste un gars qui a oublié de roquetto. » Thomas leva les yeux, croisa le regard d'Élie et sourit. « Pas le genre poli, le vrai. »« Envie de nous rejoindre ?» demanda-t-il. Elle entra. « Pas si vous prévoyez de vous liguer contre moi. » Clément leva les yeux au ciel. « S'il te plaît, il a besoin d'aide. » Cette nuit-là, Élie se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant la brume s'enrouler sur les sentiers du jardin. Quelque chose se passait en elle, autour d'elle, dans cette maison qui avait oublié comment ressentir. On frappa à sa porte. Elle ouvrit pour trouver Thomas tenant un livre mince et usé. « J'ai pensé que cela pourrait vous plaire, » dit-il en le lui offrant. C'était à ma femme, son recueil de poésie préféré. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque aujourd'hui. Élie le prit doucement. « Vous êtes sûr ?» Elle aurait voulu qu'il soit lu à nouveau, pas juste rangé. Leurs regards se tinrent. Et pendant un moment, il n'y avait pas de passé, pas de chagrin, juste 2 personnes apprenant les contours de quelque chose d'indicible. « Merci », murmura-t-elle. Il fit un petit signe de tête. « Dormez bien, Élie. » Et pour la première fois depuis des années, elle pensa que peut-être elle le ferait. L'odeur de la cannelle flottait dans la maison ce matin-là, chaude et inattendue. Élie s'était levée tôt, bien avant que le soleil ne déverse sa lumière sur la crête. Elle se tenait dans la cuisine, tablier saupoudré de farine, ses mains bougeant méthodiquement alors qu'elle roulait la pâte en spirale parfaite et les nichait dans un plat de cuisson. Clément dormait encore.
et la maison, pour une fois, semblait retenir son souffle en anticipation. Elle ne cuisinait pas comme ça souvent. Plus maintenant. Mais quelque chose en elle, une voix calme à laquelle elle avait appris à faire confiance depuis longtemps, lui disait qu'aujourd'hui nécessitait de la douceur. La porte d'entrée s'ouvrit juste au moment où elle plaçait le plat dans le four. Les talons de Nanou claquèrent brusquement sur le carrelage. « Vous faites de la pâtisserie ?» demanda-t-elle, la voix plate. Élie se tourna. « J'avais les ingrédients. Je me suis dit que la maison pourrait utiliser quelque chose de sucré. » Nanou ouvrit le réfrigérateur sans la regarder. « Ne vous habituez pas à la cuisine comme si c'était la vôtre. Ce n'est pas le cas, » dit simplement Élie, en s'essuyant les mains. Le silence entre elles était cassant. Nanou n'essayait plus de le masquer. Élie avait senti le changement, subtil au début, maintenant assez vif pour être ressenti même à travers les politesses. Depuis que Marguerite avait commencé à appeler Élie par son nom, depuis que Thomas riait un peu plus fort, depuis que la pièce commençait à se réchauffer et que la maison, autrefois lourde de jugements silencieux, avait commencé à respirer. Nanou ferma le réfrigérateur et la regarda, les yeux plissés. Cet endroit a un rythme. Il fonctionne quand les gens savent où est leur place. Élie croisa son regard. Je n'essaie pas de réécrire le rythme. J'écoute juste la musique. La mâchoire de Nanou tressaillit, mais elle ne dit rien de plus et quitta la pièce. Plus tard, Élie apporta une petite assiette à Marguerite, qui lisait dans sa véranda, la lumière du matin rendant ses cheveux blancs presque argentés. « Déroulé à la cannelle ?» demanda Marguerite en haussant un sourcil. « J'ai fait de la pâtisserie, » répondit Élie avec un doux sourire. « Juste une petite indulgence. » Marguerite prit une bouchée et ferma les yeux un moment. Ça fait des années que cette maison n'a pas senti autre chose que la cire pour sol. Élie s'assit à côté d'elle. Parfois, l'odorat est le chemin le plus rapide vers quelque chose qui nous manquait sans qu'on le sache. Marguerite ouvrit les yeux, le regard vif. Vous ne faites pas que de la nourriture. Vous fabriquez des souvenirs. Peut-être, ou peut-être que je fais juste le petit déjeuner. Mais le sourire qui étira la bouche de Marguerite lui dit que la vérité n'avait pas été manquée. Cet après-midi-là, Élie trouva Thomas dans la bibliothèque, triant une boîte de vieilles photographies. « J'ai trouvé des choses de mes années d'université, dit-il, tenant un polaïki de lui avec les cheveux longs et un t-shirt de groupe. » Élie rit. « Vous étiez dans un groupe? Un groupe terrible. On se battait surtout pour savoir qui devait porter les amplis. » Elle s'approcha, se penchant sur la boîte. Il y avait des photos de Thomas avec ses parents, plus jeunes et plus ouverts, et une d'une femme aux boucles brunes et au sourire doux. « Julie, elle était belle, » dit Élie. « Elle l'était, » répondit Thomas, « et gentille, patiente d'une manière que je ne méritais pas. » Élie le regarda. « Vous n'avez pas à me l'expliquer. »« Je sais, » dit-il, la voix calme, « mais je pense qu'elle vous aurait aimé. » Cela l'a pris au dépourvu. Thomas posa la photo doucement. Elle croyait en la guérison, en ce que les gens retrouvaient leur chemin vers eux-mêmes, même quand cela semblait impossible. Élie ne dit rien. Elle le regardait juste, la façon dont ses doigts s'attardaient sur les bords de la vieille photo, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse si elle était tenue trop fort. « Je ne sais pas ce qui se passe ici, » dit-il finalement, « mais je sais que l'air est différent quand vous êtes dans la pièce. » Le souffle d'Élie se coupa. Avant qu'elle ne puisse répondre, Nanou entra. « Il y a quelqu'un à la porte pour vous, » dit-elle à Thomas. « Béatrice Caron. » Le nom tomba comme une pierre dans l'eau calme. Thomas se leva. « Elle est en ville ?» Nanou hocha la tête, son expression illisible. Elle a dit qu'elle était de passage. Elle pensait prendre des nouvelles. Élie recula instinctivement. Thomas la regarda, incertain. « Je ne serai pas long. » Élie hocha la tête. « Bien sûr. » Elle quitta la bibliothèque, marchant dans le couloir, comme s'il était plus long qu'il ne l'avait jamais été. Quand elle atteignit l'escalier, elle s'arrêta, les mains appuyées sur la rampe. Béatrice Caron. C'était un nom qu'elle ne connaissait pas, mais elle le sentit s'installer dans sa poitrine comme un écho. Trop élégant pour être ignoré, trop familier pour être inoffensif. Depuis le palier supérieur, elle entendit des murmures de conversation venant du hall en bas, un rire doux, une voix qui portait avec un charme exercé. « Toujours à jouer les héros, Thomas ?» dit Béatrice, taquine. « Certaines choses ne changent jamais, »
répondit-il, le ton égal mais chaleureux. Élie se détourna avant de pouvoir en entendre plus. Elle retourna dans sa chambre, s'assit sur le bord du lit et fixa le livre de poésie que Thomas lui avait donné. Il semblait différent maintenant, plus lourd, non pas parce qu'il signifiait moins, parce qu'il signifiait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un léger coup à sa porte la ramena à elle. Clément passa la tête. « Ça va ?» Elle sourit faiblement. « Je pense juste trop. » Il entra, s'affalant à côté d'elle sur le lit. « C'est ton super pouvoir et ta faiblesse. » Elle le poussa doucement. « Merci pour le diagnostic, docteur. » Il la regarda, soudain sérieux. « Tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?» Élie hésita. « C'est compliqué. » Clément hocha la tête. « Il te regarde comme s'il voulait se souvenir comment être heureux. » Ses yeux s'embrouillèrent, sans y être invité. « Tu es trop sage pour 16 ans, » murmura-t-elle. « Il faut bien que quelqu'un le soit. » En bas, la voix de Béatrice flottait comme du parfum, douce, exercée, polie. Élie se leva, lissa son pull et ouvrit la fenêtre. L'air frais entra, portant l'odeur du pain et quelque chose d'autre. Peut-être le changement, peut-être un défi. Elle ne savait pas qui était Béatrice, mais elle savait ce que cela signifiait quand le passé revenait par la porte d'entrée en portant du rouge à lèvres et de la nostalgie. Et au fond de sa poitrine, Élie sentit la première vraie douleur de l'incertitude. Pas la peur, pas le doute, juste le tremblement silencieux qui vient avant que vous ne choisissiez de vous battre pour quelque chose ou de le laisser s'échapper. Le domaine Beauregard était sur son 31 ce soir-là, comme si la maison elle-même s'était souvenue de ce que c'était que d'être admirée. Les appliques murales vacillaient dans le grand hall, leurs reflets dansant sur les parquets cirés et les miroirs anciens. Les tables étaient dressées avec de la porcelaine, de l'argenterie bordée d'or et des centres de table floraux qui portaient le parfum subtil de la jacinthe et de la rose. Un feu crépitait dans l'âtre, non pas pour la chaleur, mais pour le charme. La réception d'hiver annuelle de Thomas n'était pas destinée à impressionner. C'était la tradition. Une soirée tranquille pour les membres du conseil, quelques connaissances de la famille et les mécènes de longue date de la Fondation Beauregard. Mais cette année, il y avait un bourdonnement notable dans l'air, quelque chose d'indicible, quelque chose qui changeait. Élie se tenait devant le miroir de sa chambre, lissant les manches d'une robe bleu marine douce que Marguerite avait insisté pour qu'elle porte. « Vous n'avez pas besoin de servir ce soir », avait dit la vieille dame ce matin-là. « Vous avez gagné le droit d'être vue. » Maintenant seule, Élie touchait son collier, un petit médaillon, la seule chose qu'elle n'avait pas vendue. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de nervosité, mais à cause du poids de la visibilité. Elle avait passé des années à apprendre à disparaître aux yeux de tous. Ce soir, elle devrait se souvenir comment rester immobile et être vue. Clément apparut à sa porte, tirant sur le col d'une chemise boutonnée. « J'ai l'air bizarre », marmonna-t-il. « Tu as l'air d'un jeune gentleman, dit-elle en souriant. Nerveux? Un peu. Tout le monde en bas a l'air cher. Ils le sont, dit-elle doucement. Mais ce sont juste des gens. Même peur, même fierté, mêmes insécurités. Juste des chaussures plus brillantes, sourit-il. Tu sais toujours comment dire des trucs qui sonnent intelligents et courageux en même temps. Je fais bien semblant, murmura-t-elle, lissant ses cheveux avant qu'ils ne descendent ensemble. Le salon bourdonnait de conversation quand ils entrèrent. Marguerite était assise royalement près de la cheminée, des perles reposant sur ses clavicules, ses cheveux argentés relevés. Elle saluait les invités avec une grâce qui masquait la fatigue, sa voix douce mais stable. Thomas se tenait près du piano, costume sombre ajusté, verre de vin à la main. Ses yeux trouvèrent Élie en quelques secondes, et il sourit. Ce n'était pas large, mais c'était chaleureux. Sûr, privé. Un regard qui disait « Tu as ta place ici ». Le souffle d'Élie se coupa une demi-seconde. Puis une autre voix s'éleva de l'autre côté de la pièce. Élégante, posée, indéniablement confiante. « Éléonore, n'est-ce pas ?» Béatrice Caron. Elle s'approcha gracieusement, son vin intact, ses talons faisant à peine un bruit sur le parquet ciré. Sa robe était gris argenté, sa posture parfaite, son sourire exercé, mais pas méchant. « Nous n'avons pas eu l'occasion de parler l'autre jour, » dit Béatrice tendant la main. « Je suis Béatrice. Thomas et moi, ça remonte à des années. »
Élie lui serra la main, son sourire mesuré. « Ravi de vous rencontrer. » Les yeux de Béatrice pétillaient. « Vous avez une énergie calme, c'est rare dans cette maison. » Élie hocha la tête une fois. « C'est une maison qui réapprend à respirer. » Béatrice pencha la tête. « Malin. Thomas aime ce qui est malin. Il disait toujours qu'il était tombé amoureux de mon esprit avant mon physique, bien que je ne l'ai jamais vraiment cru. » Le sourire d'Élie ne faiblit pas. « Il me donne l'impression d'être un homme qui ne flatte pas à la légère. »« C'est vrai, » répondit Béatrice. « C'est ce qui le rend si remarquable quand il le fait. » Thomas s'approcha alors, les mains dans les poches, les yeux passant d'une femme à l'autre. « Béatrice, » dit-il, « tu as rencontré Élie. »« Nous étions juste en train de devenir les meilleurs amis du monde, » dit-elle doucement. Thomas offrit son bras à Élie. « Puis-je vous emprunter ?» Béatrice haussa un sourcil. « Je suppose que je vais le permettre, pour l'instant. » Alors qu'il marchait vers le jardin arrière, Élie expira lentement. « Est-ce que je viens de survivre à quelque chose ?» demanda-t-elle, à moitié en plaisantant. Thomas gloussa. « Béatrice est beaucoup de choses. Subtile, n'en fait pas partie. Est-elle de retour ?» Il la regarda. « Juste de visite, mais elle fait partie du monde dans lequel je vivais avant, celui avec les attentes et les accords tacites. Et maintenant ?» Il fit une pause, se tournant pour lui faire face sous l'arche du jardin, où les lanternes se balançaient doucement dans le vent. « Maintenant, j'apprends à vouloir quelque chose sans qu'on me dise que je devrais. » Élie soutint son regard. « Mais qu'est-ce que vous voulez ?» La question resta suspendue entre eux, pulsante. Il ouvrit la bouche, puis s'arrêta alors que des voix de l'intérieur devenaient plus fortes. « Clément !» Élie se tourna rapidement, son cœur se serrant instinctivement. Elle entra dans le salon pour le trouver debout près du piano. Un petit groupe s'était rassemblé autour. Béatrice se tenait à côté de lui, riant légèrement. « C'est un sacré artiste, votre fils. »« Il l'est, » dit Élie, entrant, la voix égale. Béatrice se tourna vers la pièce. « Vous savez, Thomas a toujours dit qu'un talent comme ça ne devrait pas être gaspillé dans l'obscurité. Les écoles privées, les conservatoires, c'est là que les musiciens s'épanouissent. » Élie sentit le projecteur se tourner. Tout le monde regardait, attendait. « Je suis d'accord, » dit-elle lentement. « Mais parfois, ce dont les enfants ont besoin plus que le prestige, c'est de stabilité, de temps, d'un endroit où se sentir en sécurité. » Le sourire de Béatrice se crispa. « Bien sûr, je voulais seulement dire... »« Je sais, » répondit doucement Élie. « Merci. » Clément la regarda avec une fierté silencieuse. Marguerite, depuis sa chaise, donna le plus faible signe d'approbation. Le moment passa. Plus tard, cette nuit-là, après le départ des invités et le séchage de la vaisselle, Thomas retrouva Élie dans le hall. « Je suis désolé pour Béatrice, » dit-il. Élie secoua la tête. « Elle n'a rien fait de mal. Elle fait partie de votre histoire. » Thomas s'approcha. « Mais pas la partie que je veux relire. » Élie sonda ses yeux. « Ce soir m'a fait réaliser quelque chose, » dit-il. « Quoi donc ? Que j'en ai fini d'accueillir des gens qui ne connaissent que la version de moi qui porte un costume et se cache dans l'ombre. » Elle sourit. « Alors je suppose qu'il est temps que vous laissiez quelqu'un voir le reste. » Thomas attrapa sa main, juste doucement, rien de plus qu'un contact, et la tint un temps de trop pour être désinvolte. Et dans ce moment calme, sous le lustre tamisé et la lumière déclinante des bougies, Élie réalisa quelque chose, elle aussi. Elle ne faisait plus que survivre, elle commençait à vivre à nouveau. Le matin, après la réception d'hiver, le domaine Beauregard portait un certain calme qui n'était pas tout à fait la paix et n'était pas tout à fait l'attention. La table avait été débarrassée, les verres à vin lavés et rangés, mais les échos de la conversation persistaient encore dans les couloirs, comme si les murs eux-mêmes n'avaient pas encore décidé ce qu'ils pensaient de ce qui s'était déroulé. Élie se tenait dans le jardin, son manteau serré contre le froid, les yeux suivant la brise qui agitait les bords gelés des rosiers. La lumière pâle filtrait à travers les branches nues au-dessus, peignant des ombres délicates sur le sentier de pierre. Elle ne se cachait pas, elle réfléchissait seulement. Le genre de réflexion qui pesait plus qu'elle n'aurait dû. Des pas s'approchèrent derrière elle. « Je ne pensais pas vous trouver ici, » dit doucement Thomas. « J'avais besoin d'air. » C'était Béatrice, son ton était prudent. Élie le regarda, les yeux calmes, mais illisibles. «
Ce n'était pas seulement Béatrice, c'est tout. La façon dont les gens me regardaient hier soir, comme si j'étais la pensée après coup qu'ils ne pouvaient pas placer sur la liste des invités. Vous n'avez jamais été une pensée après coup. J'étais un mystère, Thomas, et les gens ne font pas confiance à ce qu'ils ne comprennent pas. Il s'approcha, la voix plus douce maintenant. Vous n'aviez pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Mais si, pour Clément, pour vous, pour moi-même, si je suis honnête. Elle expira slowly. J'ai passé si longtemps à m'adapter au confort de tout le monde. Je ne sais même plus à quoi ça ressemble de prendre de la place sans m'excuser. Thomas resta silencieux un long moment. Puis il dit « Vous avez pris de la place hier soir de la manière la plus honnête et gracieuse que j'ai jamais vue. » Elle le regarda, puis vraiment regardé. « Et pourtant, Béatrice était à sa place, » murmura Élie. Elle appartenait, ses histoires, son rire, son histoire dans ses pièces. Elle portait le passé comme s'il était taillé sur mesure. La mâchoire de Thomas se serra. Béatrice et moi n'avons jamais été une grande histoire d'amour. Nous étions la commodité, la structure, quelque chose auquel notre famille souriait. Elle sait toujours comment tenir une pièce. Vous aussi, vous ne le forcez juste pas. Élie sourit faiblement. C'est la différence entre le charme et la présence. L'un mendie d'être vu, l'autre est juste. Il se mit à côté d'elle maintenant, épaule contre épaule. Vous avez déstabilisé cette maison de la meilleure façon possible. C'est un beau compliment. C'est la vérité. Un silence s'installa entre eux, mais il n'était pas inconfortable. Il pulsait de ce qui n'avait pas encore été dit. Derrière eux, les portes du jardin grincèrent en s'ouvrant. La voix de Nanou porta. « Mademoiselle Harpin » appela-t-elle. « Marguerite vous demande dans la véranda. » Élie se tourna, hochant la tête. « J'arrive tout de suite. » Alors que Nanou disparaissait à l'intérieur, Thomas hésita. « Elle vous demande plus que quiconque. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi si, dit-il. Elle vous laisse voir les parties tendres qu'elle a oublié comment protéger. » Élie commença à marcher puis s'arrêta. « Thomas, qu'est-ce qu'on fait ?» Il parut surpris. « Que voulez-vous dire ?»« Ça !» dit-elle, se tournant complètement vers lui. Les regards, les longs silences, les pas vers quelque chose qu'aucun de nous ne nomme. Il expira, la voix basse. « Je ne veux pas le gâcher en l'appelant trop tôt. Ou avez-vous peur que ce soit réel ?» Il ne répondit pas. Élie n'en avait pas besoin. À l'intérieur, Marguerite était assise, enveloppée dans un châle. La lumière du soleil cascade sur ses genoux comme une couverture d'or. « J'ai entendu des voix dans le jardin, » dit-elle sans lever les yeux. Thomas n'avait pas l'habitude de parler si doucement. Élie sourit, s'asseyant en face d'elle. Il apprend à parler avec intention. Marguerite pencha la tête, les yeux vifs. « Et vous, apprenez-vous à l'écouter? À vous écouter ?» Élie hésita. « J'essaye. » Marguerite attrapa à côté d'elle une enveloppe usée et la tendit à Élie. « J'ai lu la dernière lettre ce matin. C'était la seule que je n'avais pas finie avant. Celle qu'il a écrite après avoir su qu'il ne me reverrait plus. » Élie tint l'enveloppe doucement. « J'ai pensé que vous voudriez la lire, » ajouta Marguerite. « Pas pour des réponses, pour de la clarté. » Élie ouvrit lentement le rabat, prudente avec le papier cassant. L'écriture était élégante, penchée, remplie de pauses et de souffles à chaque ligne. Elle la lut en silence. Quand elle eut fini, ses mains tremblaient. « Il vous aimait de tout son être, » murmura Élie. « Il m'aimait, » dit Marguerite. « Ah, de taille, et je l'ai enterré si profondément que j'ai presque oublié ce que ça faisait d'être choisi sans condition. » Une longue pause. « Pensez-vous que ce genre d'amour peut arriver 2 fois ?» demanda Marguerite, sa voix soudainement petite. Élie regarda par la fenêtre. « Je pense que s'il se présente à nouveau, nous devons être assez courageux pour rester immobiles et le laisser faire. » Cet après-midi-là, l'ambiance dans la maison changea à nouveau, juste légèrement. Clément s'exerçait dans le salon, des notes douces remplissant les couloirs. Nanou polissait l'argenterie dans la salle à manger, mais regardait vers la musique plus souvent que d'habitude. Thomas se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant le jardin en bas, les mains dans ses poches. Béatrice était partie ce matin-là sans fanfare, juste une note sur la table. « Merci pour la soirée. Cet endroit porte encore des morceaux de toi, mais je pense que tu les as donnés à quelqu'un de nouveau. » Cette nuit-là, Élie était assise sur le porche arrière, les jambes repliées sous elle, une couverture sur ses épaules. Elle ne l'entendit pas sortir,
mais elle sentit sa présence avant qu'il ne dise un mot. Thomas s'assit à côté d'elle, sans faux semblant. « Elle est partie, dit-il. Je sais. Elle a dit que tu lui rappelais quelqu'un que j'étais. » Élie le regarda. « Et c'est le cas ?» Il réfléchit un moment. « Non, je pense que je suis quelqu'un de mieux maintenant. Et je pense que c'est grâce à toi. » Le silence qui suivit était chaud, pulsant. Puis doucement elle dit « Et maintenant ?» Il ne répondit pas par des mots. Il tendit juste la main, ouverte entre eux, non pas exigeante, pas présomptueuse, juste là. Élie la regarda un moment. Puis, avec une certitude tranquille, elle plaça la sienne dans la sienne, et sous le poids des étoiles et de l'immobilité, quelque chose d'indicible entre eux prit enfin forme. Le grenier des Beauregards était plus chaud que d'habitude cet après-midi-là, baigné d'un ray de lumière paresseux qui filtrait par la fenêtre étroite. Des grains de poussière tourbillonnaient dans l'air, appesantis et intemporels. Élie se tenait au centre de l'espace, un châle de laine douce enroulé autour de ses épaules, les doigts traînant le long du bord d'un vieux coffre en cèdre. Elle n'avait pas eu l'intention de remonter ici, mais quelque chose dans la dernière lettre de Marguerite, la façon dont Samuel l'avait décrite, une femme qui n'a jamais eu besoin d'être sauvée, juste d'espace pour fleurir, l'avait ramenée à l'endroit où le silence avait commencé à se délier. Derrière elle, la porte grinça en s'ouvrant. La voix de Thomas, calme mais certaine. « Vous montez ici quand vous essayez de ne pas trop ressentir. » Élie se tourna, un sourire étirant faiblement sa bouche. « Et vous suivez quand vous essayez de ne pas prétendre que vous allez bien. » Il gloussa, entrant. « Juste. » Elle s'appuya contre le coffre, le regardant s'approcher. Il portait quelque chose, un vieux tableau encadré, enveloppé dans du tissu. Il le posa à côté d'elle, prudemment. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Thomas retira le tissu lentement. « C'est un portrait. Un de Marguerite, peint quand elle avait 21 ans. Je l'ai trouvé dans les archives du sous-sol ce matin. » Élie resta bouche bée. La jeune femme sur le tableau était radieuse, prise dans la douce lueur d'un soleil matinal, les yeux tournés juste légèrement vers quelque chose au-delà de la toile. Pas la matriarche froide qu'elle connaissait maintenant, mais une fille, une rêveuse, une amoureuse, peut-être. « On dirait qu'elle était amoureuse, » dit Élie. « Mais elle l'était, » répondit Thomas. « Samuel l'a peint. La signature est à peine visible dans le coin. » Élie s'agenouilla pour examiner les coups de pinceau, son souffle se coupant. C'est comme ça qu'il la voyait. Thomas s'assit à côté d'elle, sa voix distante. « J'avais l'habitude de penser que l'amour était quelque chose qu'on devait mériter, que si on suivait juste les règles assez longtemps, si on était assez bien, l'amour resterait. » Élie le regarda. « Et maintenant, je pense que l'amour n'est pas une question de mérite, c'est une question de reconnaissance. Voir ce qui est réel quand c'est juste devant vous. » Elle croisa son regard. « Vous commencez à ressembler à un homme qui est tombé. » Il ne cligna pas des yeux. « C'est le cas. » Les mots restèrent suspendus entre eux, inébranlés par l'hésitation. Élie baissa les yeux. « Ça fait si longtemps que quelqu'un n'a pas dit quelque chose comme ça en le pensant. »« Je le pense. » Une longue pause. Puis doucement elle dit « Ça me fait peur. »« Je sais, » murmura-t-il. « J'ai reconstruit ma vie à partir d'éclats. J'ai dû apprendre à Clément ce que signifie espérer quand il n'y a aucune raison de le faire. Et maintenant me voilà debout dans une maison où je n'avais pas ma place avec un homme qui me donne envie de choses à nouveau. » Il attrapa sa main, chaude, stable. « Vous avez votre place ici. » Juste à ce moment, des pas résonnèrent en bas, rapides, déterminés. On frappa à l'escalier du grenier. « Élie !» La voix de Clément. Elle se leva, le cœur serré. « Nous sommes là. » Clément apparut dans l'embrasure, essoufflé, les joues rouges. « Marguerite te demande. Elle ne laisse pas entrer Nadine. Elle pleure. » Élie n'attendit pas. En bas, la véranda était sombre, les rideaux tirés. Marguerite était assise dans sa chaise, serrant un mouchoir, sa posture tendue et rigide malgré les larmes sur ses joues. Élie entra silencieusement, traversant la pièce d'un pas calme. « Marguerite, j'ai fait un rêve, » murmura Marguerite. Il était debout dans le jardin, Samuel. Il avait l'air exactement comme le dernier jour où je l'ai vu. Élie s'agenouilla à côté d'elle. Les rêves peuvent être des portes.
Peut-être qu'il voulait que vous ouvriez quelque chose que vous aviez gardé fermé. Marguerite la regarda, vulnérable d'une manière qu'Élie n'avait jamais vue. Je ne sais plus comment porter ça. J'ai vécu toute une vie en prétendant que je n'avais rien perdu. Mais j'ai tout perdu. Vous n'avez pas tout perdu, dit Élie. Vous avez Thomas. Vous avez cette maison. Vous avez une chance de donner quelque chose de nouveau. Marguerite serra sa main fermement. Je suis fatiguée. Je sais. J'ai besoin d'aide pour lâcher le passé. Élie se pencha, la voix tremblante. Alors laissez-moi vous aider. Cette nuit-là, ils s'assirent ensemble. Marguerite, Élie et Clément, près du piano. Clément joua quelque chose de doux et d'incertain, une mélodie qu'il avait écrite lui-même. Marguerite ferma les yeux, sa main reposant sur celle d'Élie. Dans l'embrasure, Thomas regardait, non avec distance, non avec peur, mais avec un cœur enfin ouvert. Plus tard, alors qu'Élie sortait prendre l'air, Thomas la rejoignit. « Je t'ai vu avec elle, dit-il. Tu étais la fille qu'elle n'a jamais su comment faire de la place. Elle a fait de la place ce soir. Et j'ai vu autre chose, ajouta-t-il. La façon dont tu nous tiens tous, cette maison, moi, Clément, elle, tu le fais sans rien demander en retour. » Élie le regarda, la voix épaisse. « Je ne sais pas comment être aimé sans avoir besoin de le mériter. Alors laisse-moi te montrer, dit-il, un moment à la fois. » Elle ne répondit pas. Elle tendit juste la main et serra la sienne fort, pas pour l'équilibre, mais pour la croyance. L'orage arriva lentement, s'enroulant sur les collines comme une couverture bien tirée. Le domaine Beauregard s'assombrit sous son poids, la chaleur dorée de ses fenêtres rendue plus confortable par le doux crépitement de la pluie contre les vitres. À l'intérieur, la maison s'était installée dans un rythme tacite, plus calme maintenant, presque doux, comme si elle avait expiré après avoir retenu son souffle trop longtemps. Élie se tenait au bord de la salle à manger, arrangeant un nouveau jeu de linge de table. Ses mouvements étaient délibérés, silencieux. L'odeur de feuilles de thé fraîches et une faible trace d'eucalyptus persistaient dans l'air depuis que Marguerite avait demandé une théière plus tôt, juste pour sentir quelque chose de chaud dans ses mains. Thomas entra depuis le bureau, manches retroussées, une lettre à la main. Son front était plissé par quelque chose entre l'hésitation et l'espoir. « Tu as l'air de quelqu'un qui est sur le point de dire quelque chose avec précaution, » dit Élie sans se tourner. Il eut un rire doux. « Est-ce que c'est si évident ?» Elle regarda par-dessus son épaule. « Seulement pour quelqu'un qui a appris à lire ce qui n'est pas dit. » Thomas s'approcha, posant la lettre sur la table. « C'est d'un des donateurs de la Fondation Beauregard. Ils veulent étendre notre action communautaire. Musicothérapie pour les vétérans, travail de mémoire avec les patients atteints d'Alzheimer. C'est une bonne nouvelle. C'est merveilleux, dit-elle sincèrement. Tu as construit quelque chose d'important ici. Son regard s'attarda sur elle. Pas seule. Élie se tourna pour lui faire face pleinement. La pluie peignait des ombres douces derrière lui, et à cet instant, sa présence semblait à la fois solide et nécessaire. Il y a autre chose, ajouta-t-il. La voix plus basse maintenant. Ils veulent que je parle au dîner de gala à Bordeaux. C'est dans 2 semaines. Elle hocha lentement la tête. Tu devrais. Tu es le visage de ce travail. Ils ont demandé si j'amènerais quelqu'un, dit-il. Pas comme une déclaration, juste un invité. Le cœur d'Élie manqua un battement. Pas de peur, de reconnaissance. Ce n'était pas une question de publicité. Il s'agissait d'entrer dans une lumière qu'aucun d'eux n'était sûr de mériter. « Et tu veux que cette personne, ce soit moi ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, dit-il sans pause, mais pas parce que j'ai besoin de prouver quelque chose à qui que ce soit d'autre. Parce que je veux m'asseoir à côté de toi et ne plus sentir que je fais semblant. » Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle attrapa la lettre et passa son doigt le long du pli. « Tu réalises ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Se montrer ensemble, ça rend les choses réelles, publiques. Je sais. Et es-tu prêt pour ça ?» Thomas s'avança, assez près pour que la chaleur entre eux vibre. « Je ne veux pas construire un avenir qui se cache dans les coins. » Élie leva les yeux vers lui, l'émotion montant dans l'espace entre ses côtes. « Alors oui, j'irai. » Leur silence était plus profond que les mots, mais depuis le couloir, une voix brisa le moment. « Thomas ?» La voix de Nanou hésitante. Il se tourna, surpris. « Oui. » Elle entra dans l'embrasure, tenant une petite enveloppe.
Ceci est arrivé pour mademoiselle Arpin, livré en main propre. Élie fronça les sourcils, s'essuyant les mains avant de la prendre. Pas d'adresse de retour, juste son nom. Elle l'ouvrit lentement. La carte à l'intérieur était gaufrée, élégante. L'écriture était inconnue. « Éléonore, j'espère que tu vas bien. Je suis en ville depuis quelques jours, et quelqu'un a mentionné que tu séjournais au domaine Bourgard. J'aimerais te voir. Il y a des choses que j'aurais dû dire il y a longtemps. » Ah, Élie fixa les mots, son souffle coupé à mi-chemin. Thomas vit la couleur quitter son visage. « Élie, qu'est-ce que c'est ?» Elle leva les yeux. « C'est d'Antoine. » Les yeux de Thomas se plissèrent, non de jalousie, juste d'instinct. « Votre... » ?»« Oui, » dit-elle doucement. « Le père de Clément. » Le silence de Thomas fut prudent. « Il nous a quittés, » continua Élie. « Il y a des années. Il a disparu quand les choses sont devenues difficiles. Clément ne l'a pas vu depuis qu'il a 6 ans. Veux-tu le voir? Je ne sais pas. » Sa voix se brisa. « Je pensais avoir enterré cette partie de ma vie, mais il est là et je ne sais pas ce qu'il veut. » Thomas attrapa sa main. « Tu ne lui dois rien. Je sais. Mais Clément, peut-être que lui, si. » Thomas hocha lentement la tête. « Veux-tu que je sois là, si tu le rencontres ?» Élie serra sa main. « Je pourrais avoir besoin de le faire seul, au moins au début. » Il ne la contredit pas. « Promets-moi juste une chose. »« Quoi ? » ?»« Quoi qu'il dise, quel que soit le poids qu'il essaie de ramener, souviens-toi qui tu es maintenant. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru. » Elle cligna fort des yeux, retenant ses larmes. « Je n'oublierai pas. » Ce soir-là, elle trouva Clément dans la salle de musique, un casque autour du cou, un carnet ouvert sur le piano. « Je peux te parler 1 minute ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux, instantanément alerte. « Est-ce que tout va bien ? Il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-elle doucement, s'asseyant à côté de lui. « Ton père est en ville. Il a cherché à me contacter. » Clément ne parla pas. Ses doigts se resserrèrent sur le bord du banc de piano. « Je n'ai pas encore répondu, dit-elle. Je voulais que tu le saches d'abord. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Clément. « Pourquoi après tout ce temps ? Je ne sais pas. »« Josiah, veux-tu le voir ? Je ne suis pas sûr, mais je ne le ferai pas si ça te met mal à l'aise. » Il la regarda, les yeux vitreux mais calmes. « S'il veut parler, je veux l'entendre. Juste une fois. » Élie hocha la tête, posant une main sur son genou. « Nous le ferons selon nos conditions, sans attente, juste de la clarté. » Il s'appuya contre son épaule comme il le faisait quand il était plus jeune. « Je n'ai pas peur. J'ai déjà eu le père dont j'avais besoin. » Elle l'embrassa sur les cheveux, maintenant le moment ensemble avec tout ce qu'elle avait. Et dehors, la pluie commença enfin à ralentir, comme si le ciel, lui aussi, avait retenu quelque chose. Le café était niché juste à côté de la rue principale, calme et à moitié éclairé, avec des murs de briques délavées et des chaises dépareillées qui donnaient l'impression que le temps avait décidé de ralentir là. Élie était assise près du fond, son manteau encore humide de la brume qui s'était installée sur Annecy tout le matin. Une tasse de café se tenait intacte devant elle, sa vapeur s'enroulant en lents rubans fantomatiques. Elle vérifia à nouveau sa montre. Un doux carillon à la porte d'entrée la fit lever les yeux. Antoine. Il avait presque exactement le même aspect que dans ses souvenirs, plus grand que la plupart, élégamment habillé, le même sourire enfantin qu'il avait l'habitude d'afficher quand le charme était plus utile que l'honnêteté. Mais ses yeux avaient changé. Plus vieux maintenant, pas fatigué, juste conscient. Le genre de conscience qui vient du temps passé en silence. Il la vit, et son expression vacilla juste assez pour trahir quelque chose de réel. « Élie » dit-il, s'approchant prudemment. Elle hocha la tête. « Antoine !» Il prit le siège en face d'elle, expirant comme s'il avait retenu son souffle depuis le moment où il était entré. « Tu as l'air en forme, » dit-il. « Je ne suis pas ici pour prendre des nouvelles, » répondit-elle, la voix stable. « Tu as dit qu'il y avait des choses que tu aurais dû dire. » Il grimaça légèrement, hochant la tête. « Je mérite ça. Non, tu mérites la chance de parler, mais je ne suis pas intéressé par de douces réécritures de l'histoire. » Je suis parti, dit-il clairement. J'avais peur et j'étais égoïste et stupide, et je t'ai laissé tout porter. Ses mains se resserrèrent légèrement autour de sa tasse. Tu ne m'as pas seulement quitté moi, Antoine, tu as quitté Clément. Je sais. Sa voix se brisa.
et je l'ai regretté chaque jour depuis. » Élie l'étudia, mesura le poids de ses mots. « Pourquoi maintenant ?» Il baissa les yeux sur ses mains. « Je suis devenu sobre l'année dernière. J'ai commencé à reconstruire les choses que j'avais détruites. J'ai déménagé à Annecy pour être plus proche de mes parents. Ils vieillissent, et quelqu'un à l'épicerie a mentionné ton nom, a dit que tu restais au domaine Beauregard. Je n'y ai même pas cru au début. » Elle ne dit rien. « Je ne suis pas venu pour forcer quoi que ce soit, » continua-t-il. « Je voulais te voir, et lui, même une fois. Clément a accepté de te rencontrer. Brièvement, dit-elle. Il n'attend pas de réponse, mais il veut de l'honnêteté. » Antoine hocha la tête rapidement. « Bien sûr, n'importe quoi. » Élie se pencha en avant, les yeux vifs. « Si tu n'es pas ici pour rester, dis-le maintenant, parce que je ne te laisserai pas ouvrir une porte en lui juste pour disparaître à nouveau. »« Je comprends, » dit-il plus bas maintenant, « et je ne fuirai pas. » De retour au domaine, le ciel était devenu d'un gris pâle et maussade. Clément était assis sur les marches de la véranda, les coudes sur les genoux, regardant les arbres se balancer dans le vent. Thomas se tenait à proximité, ne rôdant pas, juste présent. « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit quand tu le verras, » dit doucement Thomas. « Le simple fait de te présenter est suffisant. » Clément regarda par-dessus son épaule. « Et si je ne ressens rien, alors tu honores ça. Il n'y a pas de bonne façon de rencontrer sa propre histoire. » La voix d'Élie les interrompit doucement depuis le couloir. « Il attend dehors. » Clément se leva, prit une inspiration et se dirigea vers la porte d'entrée. Antoine se tenait au bas des marches du porche, les mains dans les poches, les épaules un peu rentrées comme un garçon attendant une réprimande. Il leva les yeux alors que Clément ouvrait la porte. « Salut !» dit Clément. Pas chaleureux, pas froid, juste réel. Le sourire d'Antoine trembla. « Salut ! Waouh ! Tu as grandi. » « Ouais, ça a tendance à arriver. » Un temps passa. Aucun d'eux ne bougea. « Je suis désolé, » dit Antoine. « Je ne sais pas à quoi je m'attendais. » Clément hocha lentement la tête. Moi non plus. Ils restèrent debout dans la lumière grise pendant un long moment. Quelque chose de timide se construisant dans l'espace entre eux. Pas la réconciliation. Pas encore. Juste la reconnaissance. « Tu joues ?» demanda Clément, faisant un signe de tête vers la maison. Antoine parut confus. « Du piano, de la musique, je jouais de la guitare, pas bien. » Clément offrit un faible smile. Logique, et puis doucement, Clément s'écarta de l'embrasure. « Tu peux entrer, mais pas comme un père, pas encore, juste comme quelqu'un qui veut apprendre. » Antoine déglutit difficilement. « C'est plus que ce que j'espérais. » À l'intérieur, Élie regardait depuis le couloir, les bras croisés, le cœur battant. Thomas s'approcha d'elle. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il n'a pas essayé de réécrire quoi que ce soit. Il n'a pas cherché d'excuses. Thomas attrapa sa main, entrelaçant leurs doigts. « Tu lui as donné l'espace d'être humain. C'est plus de grâce que la plupart des gens n'offriraient. »« Je ne l'ai pas fait pour lui, » murmura-t-elle. « Je l'ai fait pour Clément, pour qu'il n'ait jamais à se demander. » Cette nuit-là, la maison était immobile. Clément était assis au piano, Antoine à proximité, écoutant son fils jouer une chanson écrite de mémoire, de douleur et de force. Et dans cette mélodie, hésitante et brute, quelque chose d'ancien commença à lâcher prise, et quelque chose de nouveau entra tranquillement. La maison était à nouveau calme, mais pas le genre de silence qui pesait lourd comme avant. Ce calme semblait mérité, comme celui qui suit une profonde respiration après l'avoir retenu bien trop longtemps. Élie était assise dans la bibliothèque cet après-midi-là, un livre ouvert sur ses genoux, bien qu'elle n'ait pas tourné la page depuis 20 minutes. La pluie était revenue, douce et rythmique, un silence drapé sur les fenêtres. Quelque part dans le couloir, Clément jouait à nouveau, des notes légères et réfléchies qui ressemblaient plus à une conversation qu'à de la musique. Antoine était parti plus tôt ce matin-là, non pas avec finalité, mais avec compréhension. Il n'avait pas demandé plus de temps qu'on ne lui en avait donné. Il avait simplement remercié Clément, regardé Élie dans les yeux avec un mélange de regret et de respect et dit au revoir pour l'instant. Élie ferma le livre et regarda par la fenêtre. Le jardin au-delà était trempé et toujours beau, la terre sombre, respirant sous la brume. Elle pouvait sentir quelque chose bouger dans sa poitrine,
comme si elle avait tenu la porte du passé fermée à deux mains. Et maintenant, enfin, elle pouvait lâcher la poignée. La porte derrière elle grinça. Thomas entra silencieusement, tenant 2 tasses. Il lui en offrit une sans un mot. Elle la prit avec un petit sourire. « Qu'est-ce que c'est ?»« Camomille. Je me suis dit qu'on avait eu notre dose de tout le reste. » Il s'installa dans le fauteuil en face d'elle pendant un moment. Ils ne parlèrent pas. Puis Ellie dit « Il n'a pas essayé de réécrire l'histoire. Et je ne me suis pas sentie petite. » Thomas hocha la tête. « Tu avais l'air stable. Je ne savais pas que j'avais ça en moi. Tu l'as toujours eu. Tu as juste arrêté d'avoir besoin de permission pour l'utiliser. » Elle le regarda, les yeux doux. « Tu dis toujours la bonne chose. » »« Non, j'ai juste arrêté de cacher ce que je ressens. » La main d'Ellie se referma sur la tasse. « J'attends toujours que quelque chose se brise, que le rythme s'effondre, que ceci, quoi que ce soit, semble trop fragile pour y croire. » Il se pencha légèrement en avant. « Veux-tu que ça se termine ? » ?»« Non, alors n'attends pas que ça tombe. Construis-le. » Un silence suivit, un qui s'étira avec poids, non pas d'inconfort, mais de sens. Thomas plongea la main dans sa poche et en sortit un papier plié. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « C'est une invitation, » dit-il, « pour le gala de Bordeaux. Je n'ai pas renvoyé ma réponse parce que je ne voulais pas y aller seul. » Ellie le déplia parcourant les mots gaufrés. « Tenue de soirée ?» Malheureusement, elle leva les yeux vers lui. « Tu es sûr ? Je te veux là, à côté de moi. Pas comme invité, pas comme quelqu'un que j'accueille, comme quelqu'un qui fait partie de mon histoire maintenant. » Sa voix vacilla légèrement. « Tu sais à quel point c'est public ? Je sais. Tu sais ce que les gens diront. Je sais, répéta-t-il. Mais je sais aussi ce que je répondrai. Qu'elle a sauvé ma mère, restauré ma maison, donné à mon fils une raison de sourire à nouveau, et m'a appris à ressentir après une décennie d'engourdissement. » Ellie cligna des yeux. « Tu as dit « mon fils ». Thomas se figea, puis sourit. Ce n'est pas sorti de travers. Je n'étais pas sûr que tu réalisais que tu l'avais dit. Si, sa gorge se serra. Il est le tien depuis plus longtemps que nous ne l'avons admis. Je n'ai pas besoin d'un nom pour le sentir, dit Thomas. Juste du temps. Et vous m'en avez donné plus tous les deux que je n'en ai jamais mérité. Ellie se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Le jardin était trempé maintenant, le vent poussant les dernières feuilles des arbres. Je ne sais pas ce que je ressentirai à Bordeaux. Une partie de moi a toujours peur des pièces remplies de gens qui regardent à travers vous avant de vous voir. Il vint se tenir à côté d'elle. Alors ne les laisse pas regarder à travers toi. Laisse-les voir la femme qui n'a pas bronché. Elle se tourna vers lui, sa voix à peine un murmure. Et s'ils ne comprennent pas, alors ils n'étaient pas censés le faire. Elle étudia son visage. Tu n'as vraiment peur de rien de tout ça? Je l'étais chaque jour. Jusqu'à ce que tu me montres la valeur de rester immobile. Un long moment passa. Puis Ellie dit « D'accord, allons-y ». Son sourire était calme et plein. « Ensemble ?»« Oui, dit-elle, ensemble. » Alors qu'il attrapait sa main, la musique dans le couloir changea. Une chanson familière, la préférée de Marguerite, Chopin, doux et lent. Ils se tournèrent vers le son et Ellie sentit son cœur gonfler dans sa poitrine. « C'est... » commença-t-elle. Thomas hocha la tête. Il lui rejoue sa mémoire. À cet instant, avec la pluie sur les fenêtres, la musique dans le couloir, et quelque chose de profond et de fort qui les tenait droits, Ellie sut qu'ils avaient franchi le pas vers quelque chose de réel. Pas parfait, pas sûr, mais honnête et profondément, enfin, à eux. Le premier gel arriva tôt ce matin-là. Ellie sortit sur le porche arrière enveloppée dans le cardigan en laine de Thomas, son souffle visible dans le froid. Le ciel était d'un argent doux, le genre de lumière qui donnait à tout l'air d'avoir une histoire. Elle berçait une tasse dans ses deux mains, les yeux scrutant l'horizon comme si elle attendait un signe qu'elle ne pouvait nommer. Derrière elle, la porte grinça en s'ouvrant. « Elle n'est pas descendue », dit doucement Thomas, la rejoignant. Sa voix portait quelque chose de plus calme que l'inquiétude, quelque chose de plus proche du savoir. Ellie hocha la tête. Je pensais qu'elle ne le ferait peut-être pas. Elle n'a pas touché à son petit déjeuner hier non plus. Elle m'a demandé de m'asseoir avec elle après le dîner. Elle m'a tenu la main pendant longtemps et n'a pas parlé. Elle continuait juste de regarder par la fenêtre. Les épaules de Thomas s'affaissèrent légèrement. Elle s'éteint.
Élie ferma les yeux. « Je sais. » Aucun d'eux ne dit rien de plus pendant un moment. Puis Thomas ajouta « Je pense qu'elle s'accroche pour dire au revoir, selon ses propres termes. Ça lui ressemble, n'est-ce pas ?» Élie eut un faible sourire. Oui, ils restèrent ainsi pendant plusieurs minutes, regardant le gel fondre dans les coins du jardin. Plus tard dans la journée, Élie entra dans la chambre de Marguerite. Les rideaux étaient ouverts, la lumière du soleil se déversant doucement sur le sol en bande. Marguerite était dans sa chaise, enveloppée dans son châle, le même qu'elle portait quand elle lisait près de la fenêtre. Ses yeux étaient ouverts, mais elle ne se tourna pas. « Je pensais bien vous trouver ici », dit doucement Élie. La voix de Marguerite sortit, plus mince que d'habitude. « Je n'aime pas les au revoir. » Élie traversa la pièce, s'agenouilla à côté d'elle. « Alors nous n'avons pas à en dire un. » Marguerite se tourna lentement. « Vous avez fait de cette maison quelque chose que je n'aurais jamais cru qu'elle pourrait redevenir, chaleureuse, vivante. » La gorge d'Élie se serra. « Vous l'avez laissé se produire. Je vous ai laissé entrer. Ce n'est pas quelque chose que j'ai jamais fait sans condition. » Les yeux d'Élie s'embrouillèrent. « Vous ne m'avez rien demandé. » Marguerite eut le plus petit des sourires. « Oh, mais si, je vous ai demandé d'aimer une maison qui avait oublié comment aimer en retour. Je vous ai demandé de faire en sorte qu'un garçon sente que la maison n'était pas un endroit qu'il devait mériter. Et vous l'avez fait sans question, sans éloge. » Élie prit sa main doucement. « Vous m'avez donné une seconde chance, à moi aussi. » Marguerite tendit la main vers la table de nuit, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle ouvrait le tiroir et récupérait un morceau de papier plié. Elle le tendit à Élie. « Une lettre, » dit Marguerite, « pour Thomas, pour après. » Élie la serra contre elle. « Il la lira. » Marguerite se renversa dans sa chaise, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Vous resterez avec lui. S'il veut de moi, il voudra, » murmura-t-elle. « Vous êtes la première chose qui ait jamais adouci sa colère. Même enfant, il portait trop de poids pour un enfant. Et maintenant, il laisse les choses aller, grâce à vous. » Élie lui tint la main jusqu'à ce que la respiration de la vieille femme s'installe dans quelque chose de plus lent, un rythme s'abandonnant. Et puis elle s'assit à côté d'elle longtemps après que les mots se soient arrêtés. Ce soir-là, la maison était calme. Clément était dans la bibliothèque, son carnet de musique non ouvert sur ses genoux, les touches intactes. Il leva les yeux quand Élie entra. « Elle est partie », dit-il doucement, comme s'il le savait déjà. Élie hocha la tête. Paisiblement, sans douleur, Thomas entra quelques secondes plus tard. Il ne demanda pas. Il se dirigea juste vers la fenêtre, la main posée sur le rebord. « Elle a attendu », dit-il. « Pour aujourd'hui. » Elle savait que la maison était prête, murmura Élie. Elle n'avait plus besoin de la soutenir. Thomas se tourna vers eux deux, les yeux rouges mais clairs. Elle a laissé quelque chose pour chacun de nous. Il se dirigea vers Élie et ouvrit la main. La lettre, elle la lui tendit sans un mot. Il s'assit, la déplia et commença à lire à voix haute. « Thomas, tu n'as jamais été brisé, seulement plié par le poids que je ne savais pas que je te donnais. J'ai essayé d'élever un homme qui serait inébranlable, mais au lieu de cela, je t'ai appris à craindre la tendresse. Pardonne-moi pour ça. Si tu lis ceci, je suis déjà parti. Et si Éléonore est près de toi, alors je sais que je t'ai laissé aux soins de quelqu'un qui comprend le genre de force qui grandit dans les pièces calmes et les larmes de fin de soirée. Laisse-la te tenir, laisse-toi être tenu, et laisse cette maison chanter à nouveau. Je t'aime toujours, mère. » Le silence après les derniers mots était plus lourd que le chagrin. C'était de la révérence. Clément essuya ses yeux et se leva. Il se dirigea vers le piano et s'assit, les doigts tremblant légèrement alors qu'il touchait les touches. Pas de mots, juste une mélodie. Des notes basses, lentes, se construisant en quelque chose qui n'avait pas besoin d'explication. Élie se mit à côté de Thomas, posa sa tête contre son épaule. « Elle savait que tu irais bien, » dit-elle doucement. Le bras de Thomas glissa autour de sa taille. « J'irai bien, tant que tu seras là. » Élie ferma les yeux, et alors que la dernière note de la chanson de Clément remplissait la pièce, la maison, autrefois si froide, si gardée, semblait assez chaude pour tout contenir. Le chagrin, l'amour, la vérité et l'avenir.
Le gala de Bordeaux se tenait dans une grande salle de bal, bordée de fenêtres, allant du sol au plafond, chacune encadrant le port juste au moment où le soleil commençait à plonger derrière lui. La lumière dansait sur l'argenterie et les verres à vin. Les voix bourdonnaient en doux murmures à travers les tables rondes, drapées de lin blanc. Mais l'air n'était pas étouffant. Il pulsait d'une sorte d'anticipation, comme si tout le monde sentait que quelque chose d'important pourrait se produire. Élie se tenait au bord de la pièce, une main reposant juste au-dessus de sa hanche, l'autre recourbée lâchement autour d'un verre d'eau pétillante qu'elle n'avait pas touché. Sa robe était d'un vert émeraude profond, élégante et simple, comme si elle avait été cousue juste pour elle. Elle balaya la pièce du regard, observant les gens flotter dans et hors de petits groupes, souriant, hochant la tête, sirotant. Elle sentit la présence de Thomas avant même qu'il ne parle. « Tu détestes ce genre de pièce », dit-il doucement, se plaçant à côté d'elle, l'air bien trop calme dans son smoking noir. Elle eut un petit sourire sans se tourner. « Je déteste prétendre que j'y ai ma place », il l'étudia un moment. « Tu n'as pas à prétendre. J'ai passé la plupart de ma vie à l'extérieur de soirées comme celle-ci. » Thomas se pencha légèrement. « Tu n'es plus à l'extérieur. » Élie leva les yeux vers lui, incertaine si elle devait le croire pour l'instant. Ils prirent place quelques instants plus tard, près de la scène, près de l'avant. Des noms furent appelés, des verres trinquèrent. Quelques invités se tournèrent pour regarder Thomas principalement, mais leurs yeux glissaient toujours vers Élie, certains avec curiosité, certains avec une politesse trop étirée. « Est-ce la femme qui a aidé au domaine Beauregard ?» murmura une femme à une autre derrière sa serviette. « Je crois bien, elle était aide-soignante, n'est-ce pas? C'est elle qui a aidé Marguerite pendant ces derniers mois, celle que Marguerite a mentionnée dans sa dernière interview avec la Chronique. » Élie essaya de ne pas se raidir. Thomas attrapa sa main sous la table et la serra légèrement. Elle ne le regarda pas, mais elle ne lâcha pas non plus. Quand son nom fut annoncé, la pièce se calma en applaudissements polis. Il se leva lentement, boutonna sa veste, puis baissa les yeux vers elle. « Tu seras toujours là quand j'aurai fini ?» demanda-t-il doucement. Élie croisa ses yeux. « Toujours. » Il monta sur l'estrade, ajusta le micro, puis fit une pause. « J'avais un discours préparé, » commença-t-il, balayant la foule du regard. « Mais je l'ai laissé dans la poche de ma veste exprès. » Quelques rires étouffés. Je me suis dit que si je restais juste ici à lire quelque chose de poli, je pourrais peut-être traverser cette nuit sans vous laisser voir ce qui est réel. Mais ce qui est réel est la seule raison pour laquelle je suis ici ce soir. Élie se figea. Après le décès de mon père et que la santé de ma mère a commencé à décliner, j'ai commencé à voir le nom Beauregard comme une sorte d'obligation, un poids, quelque chose dans lequel j'étais né, mais que je ne savais pas comment porter. Et je l'ai presque enterré, par fierté, par peur. Il regarda dans la foule, mais Élie sentit que son regard ne se dirigeait que vers elle. Puis, quelqu'un est entré dans cette maison, sans attente, sans exigence, juste avec sa présence. Elle n'a pas essayé de réparer ce qui était cassé. Elle a écouté ce qui était silencieux. Et grâce à elle, cette maison, ma maison, est revenue à la vie. Il fit une pause. Son nom est Éléonore Arpin. Et tout ce que cette fondation fait à partir de maintenant porte l'écho de sa grâce. Un murmure silencieux parcourut la pièce. Pas des ragots, pas de la confusion, du respect. Les yeux d'Élie piquèrent. Thomas s'éclaircit la gorge. Ce soir, nous dédions notre projet d'expansion à la mémoire de Marguerite Beauregard. Mais nous honorons aussi les gens qui entrent dans des espaces brisés et les rendent entiers à nouveau, sans applaudissements. Il descendit sous des applaudissements chaleureux, bien qu'il ne retournât pas immédiatement à son siège. Il se dirigea vers Élie et lui offrit sa main. Pendant un moment, la pièce devint floue. Elle leva les yeux vers lui, le souffle coupé entre la peur et l'admiration, mais elle la prit. Les applaudissements devinrent plus forts, non pas en volume, mais en signification. Elle se tenait à côté de lui, le port derrière eux deux. Plus tard dans la soirée, bien après que les invités se soient dispersés et que la salle de bal n'ait plus que le bourdonnement des dernières notes du quatuor à cordes, Thomas et Élie marchaient le long du quai derrière le lieu. « Je ne savais pas que tu allais dire tout ça »,
dit-elle, la voix douce. « Je ne savais pas que j'en avais besoin, répondit-il. Elle le regarda, les orteils nus dépassant de ses talons, sa robe bougeant avec le vent. « Tu ne m'as pas seulement rendu visible ce soir, tu as donné de la valeur à toute mon histoire. » Thomas s'arrêta de marcher. « Tu as toujours eu de la valeur, dit-il. Tu as juste enfin eu une pièce qui t'écoutait. » Élie cligna des yeux pour retenir quelque chose de vif derrière ses yeux. Il s'approcha. « Je t'aime, dit-il. » Elle ne détourna pas le regard. « Je t'aime, répéta-t-il. Plus bas maintenant. Pas parce que tu as sauvé la maison, ou ma mère, ou moi, mais parce que quand tout n'était que poussière et silence, tu es arrivé. Sa voix trembla. J'ai attendu longtemps d'être aimé sans qu'on ait besoin de moi. Alors que ceci soit le début de cela. Elle leva la main, toucha sa joue, et dans ce silence, entouré d'étoiles au-dessus d'une ville calme et de l'écho des cordes s'estompant encore de la salle de bal, elle murmura « Oui ». Le printemps arriva tôt, cette année-là. Annecy, enveloppée de verre doré, semblait respirer plus facilement. Des cerisiers en fleurs bordèrent le chemin jusqu'au domaine Beauregard comme de doux témoins du changement. Là où le lierre étouffait autrefois la vieille pierre. De nouvelles vignes grimpaient doucement, formées et soignées. Les volets étaient repeints, les meubles du porche avaient à nouveau des coussins, et les fenêtres, toutes, étaient ouvertes. À l'intérieur, la maison semblait vivante, pas affairée, pas bruyante, juste habitée. Élie se déplaçait dans la cuisine, manches retroussées, son tablier strié de farine et de thym. Une tarte au citron refroidissait sur le comptoir, et l'odeur de poulet rôti au romarin persistait depuis le déjeuner. Elle fredonnait en s'essuyant les mains et jeta un coup d'œil vers le jardin par la fenêtre arrière. Clément était là, plus grand maintenant, plus sûr de lui. Ses doigts effleuraient les touches d'un vieux clavier électrique qu'ils avaient installé dehors pour l'après-midi. Il jouait quelque chose de léger, quelque chose qu'il avait écrit lui-même, une mélodie qui ne mendiait pas l'attention, mais remplissait juste l'air comme le rire le fait parfois. Une brise entra par la porte moustiquaire, apportant le chant des oiseaux dans le son de la voix de Thomas. Il était près de l'abri de jardin avec le père Loïc, le nouveau jardinier qu'ils avaient engagé via la fondation. Il resterait un vieux banc sur lequel Marguerite avait l'habitude de s'asseoir. Une plaque y serait bientôt apposée. Élie sortit, le soleil réchauffant son visage. Elle s'arrêta au bord des marches, regardant juste un moment. C'était ce qu'elle n'avait jamais pensé atteindre. Pas la perfection, pas un conte de fées, mais un rythme, un endroit qui ne lui demandait pas de le mériter, seulement d'en faire partie. Thomas la vit, s'essuya les mains sur un chiffon et se dirigea vers elle. « Comment avance la tarte ?» demanda-t-il, se penchant pour l'embrasser sur la joue. « Je ne l'ai pas brûlée cette fois, » taquina-t-elle. « Alors nous appellerons ça un triomphe. » Elle le regarda, son visage bronzé par des semaines dans le jardin, ses yeux plus clairs, plus doux. « Tu es plus léger ces jours-ci. J'ai lâché beaucoup de choses que je ne savais pas que je portais. Et qu'as-tu gardé ?» Il toucha sa main. « Seulement ce qui compte. » Ils restèrent ainsi un moment. Puis il demanda « Es-tu prête ?» Elle sourit. « Tu me demandes toujours ça. Et tu dis toujours oui. » Cet après-midi-là, le domaine ouvrit ses portes. Les gens de la ville affluèrent. Voisins, donateurs, étudiants, jeunes musiciens, bénévoles, la Fondation Beauregard organisait sa première journée portes ouvertes communautaires. Ce qui était autrefois fermé et froid accueillait maintenant les étrangers sans cérémonie. Béatrice arriva juste après 14 heures, tenant la main de sa fille et un plateau de biscuits fait maison. Elle repéra Élie près du jardin. « Tu t'es souvenu ?» dit chaudement Élie. Béatrice la serra fort dans ses bras. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Sa fille, timide derrière la jupe de sa mère, jeta un coup d'œil. Élie s'agenouilla. « Tu dois être Chloé. » La fille hocha la tête. « Voudrais-tu voir d'où vient la musique ?» Chloé regarda vers Clément, dont les doigts bougeaient comme de l'eau sur les touches. Elle eut un petit sourire. Élie tendit la main. « Viens, je vais vous présenter. » Quelques minutes plus tard, Élie se tenait au bord du jardin avec le châle préféré de Marguerite plié sur son bras. Elle regarda vers la maison, puis vers le ciel. « Tu aurais aimé aujourd'hui, » murmura-t-elle. Thomas arriva derrière elle, passant un bras autour de sa taille. « Elle serait fière de ça. Elle ferait semblant de ne pas l'être, » répondit Élie. «
mais s'en vanterait ensuite à son club de bridge. Il gloussa. Absolument. Alors que l'après-midi fondait dans le début de soirée, les guirlandes lumineuses s'allumèrent, la musique flotta dans les rires et les conversations devinrent plus douces. Nadine se tenait à la table des rafraîchissements, riant avec l'un des stagiaires. Le père Loïc distribuait des paquets de graines aux invités, chacun étiqueté avec une citation des journaux de Marguerite. Élie regardait tout cela avec le cœur plein. Elle sentit la main de Thomas glisser à nouveau dans la sienne. « Penses-tu parfois à ce que nous aurions manqué si nous n'avions pas dit oui ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Chaque jour. Regrettes-tu quelque chose? Même les moments difficiles ?» Il hocha la tête. Élie prit une longue inspiration. « Non, les moments difficiles m'ont appris à rester. Ils m'ont appris que la guérison n'est pas instantanée. C'est 1000 petits choix de rester, de pardonner, de construire, de croire à nouveau. Et l'amour ?» Elle se tourna vers lui. « L'amour est ce qui rend ces choix possibles. » Ils retournèrent vers le porche alors que Clément commençait un autre morceau, plus lent cette fois. La foule s'était tue, écoutant. La mélodie s'enroula autour d'eux comme un vent doux. Thomas s'arrêta près des marches et plongea la main dans la poche de sa veste. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Élie. Il lui tendit une petite boîte. À l'intérieur, une bague simple, élégante. Un anneau d'or en forme de vigne, s'enroulant doucement. Pas de pierre, juste la forme, juste le sens. « Je n'ai pas besoin d'une cérémonie, dit-il, mais j'ai besoin de toi pour tout le reste. » Élie ne répondit pas tout de suite. Elle regarda autour d'elle la maison, le jardin, les gens, le garçon au piano. Puis elle regarda l'homme qui ne l'avait jamais pressée. Elle ferma doucement la boîte. « Tu m'as déjà, » dit-elle, « mais officialisons-le. » Il l'embrassa alors, calme, stable, certain, et dans le doux silence du printemps, avec la musique jouant et la lumière du soleil glissant bas derrière les collines. Éléonore Harpin, enfin, pleinement, se laissa être aimée. Non pas pour ce à quoi elle avait survécu, non pas pour ce qu'elle avait donné, mais simplement pour qui elle était. Et c'était la plus belle histoire d'amour jamais vue. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez 1 pour me le faire savoir. Sinon, commentez 2. Votre avis compte pour moi dans tous les cas. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos amis et votre famille qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir. Pour continuer à soutenir des histoires comme celle-ci et avoir accès à du contenu exclusif, envisagez de devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous. Chaque don nous aide à continuer à vous apporter des histoires inspirantes comme celle-ci. Commentez ci-dessous quelle a été votre partie préférée et quelle histoire vous aimeriez entendre ensuite.